www. Et donc, je vous présente le cours sur les troubles de délire. Je ne sais pas si cette nouvelle façon de faire les cours vous convient, parce que pour moi, en tout cas, du moins pour moi, il y a un seul inconvénient, c'est que je dois faire semblant qu'il y a des étudiants qui sont en face. Pour vous, je pense qu'il y a plein d'avantages, notamment celui de pouvoir revisionner, en tout cas, les cours à n'importe quel moment de la journée, et puis revisionner ensemble 2 fois que vous voulez pour comprendre mieux les concepts qu'on va citer dans les cours. Et puis, la chose la plus importante, c'est, je vous rassure en tout cas, en vous disant que je vous laisse mon adresse email. Si vous avez des interrogations, des questionnements, n'hésitez pas. Et je serai là pour y répondre. Donc, nous allons commencer notre cours sur les troubles délirants. Alors, comme objectif pour ce cours, j'aimerais à la fin de ce cours que vous puissiez diagnostiquer un trouble délirant, mais aussi connaître les différentes formes de délire paranoïaque ou trouble délirant, délire paranoïaque par rapport à la classification française, et on va le voir tout à l'heure. Donc, j'aimerais que vous puissiez différencier les différentes formes cliniques du trouble délirant, mais aussi d'adapter une attitude thérapeutique adéquate et cohérente afin de planifier le suivi de ces patients qui ont une certaine particularité, et on va le voir tout au long de ce cours. Pour atteindre ces objectifs, nous allons suivre le plan suivant. Donc, on va commencer par une introduction, voir donc l'épidémiologie de ce trouble, l'intérêt de faire cette question, et puis les différentes classifications, parce qu'on a le trouble délirant est un diagnostic transnosographique, et on va le voir dans différentes classifications. Il m'a semblé très important de revoir la sémiologie du délire. Donc, on va rappeler c'est quoi un délire, mais le plus important, c'est quelles sont les caractéristiques du délire dans le trouble délirant. Nous allons voir comment poser le diagnostic positif selon la classification des DSM-5. Et puis, le plus important, c'est de connaître les différentes formes cliniques du trouble délirant. Nous allons voir l'évolution et les complications de ce trouble. Nous allons, avant de conclure, savoir comment prendre en charge ces troubles-là. Sous l'appellation de trouble délirant ou délire chronique non schizophrénique, on va voir qu'est-ce qui différencie ce trouble délirant de la schizophrénie, parce qu'en fait, il y a beaucoup de points en commun, notamment l'existence de délire. Il y a beaucoup de points qui diffèrent, bien évidemment. Donc, sous cette appellation trouble délirant, on regroupe toutes les psychoses par l'émergence, qui sont caractérisées par l'émergence et l'extension d'idées délirantes qui sont là en permanence. Ce délire se qualifie donc en fonction du mécanisme prévalent, et on va voir que le plus souvent c'est un mécanisme interprétatif, mais aussi il se caractérise par la thématique. Donc, en fait, quand il y a un trouble délirant, en général, il y a une seule thématique. C'est rare où on voit plusieurs thématiques, et parfois, on assiste à des changements de thématique. Donc, trouble délirant ou délire paranoïaque, en fait, paranoïaque pour différencier du délire paranoïde qu'on retrouve dans la schizophrénie, et qui est caractérisé par des délires donc mal systématisés, flous, avec l'existence aussi d'hallucinations. Dans le délire paranoïaque, ce délire est particulier, il y a des caractéristiques qu'on va voir tout à l'heure par rapport au délire paranoïaque. Et donc, dans le trouble délirant, il n'y a pas d'hallucination et il n'y a pas de détérioration, contrairement à la schizophrénie. Alors, donc voilà ce qui nous fait, ce qui nous permet en fait de différencier le trouble délirant de la schizophrénie, et nous allons voir plus de caractéristiques tout à l'heure dans la sémiologie du délire. Il faut savoir que l'épidémiologie exacte du trouble délirant est difficile en raison de sa rareté relative.
Le trouble délirant peut être sous-évalué car ces patients recherchent rarement une aide psychiatrique. Alors, la prévalence est toutefois estimée de 0,02 à 0,03%. L'âge moyen de début est environ de 40 ans et vous voyez ce qui différencie en fait le trouble délirant de la schizophrénie, c'est que le trouble délirant apparaît beaucoup plus tardivement. La schizophrénie apparaît chez l'adulte jeune entre 20 et 30 ans, vous savez. Et en fait, on a une légère prédominance féminine de ce trouble délirant. Alors, un très grand intérêt à étudier cette question qui pose un problème donc au niveau de l'épidémiologie, on l'a vu, donc en fait la consultation reste rare, donc pour apprécier en fait l'épidémio, l'incidence, la prévalence et le taux de ce trouble dans la population générale, ça reste assez difficile. Il faudrait savoir que ça peut toucher 1% de la population, un peu comme la schizophrénie, et qu'il faudrait savoir que les hospitalisations ne représentent que 10%, donc que 10% des patients qui souffrent de troubles délirants consultent et sont hospitalisés. Il y a un intérêt transnosographique parce que c'est une entité qu'on retrouve dans différentes classifications et on va voir les différentes classifications tout à l'heure. Un intérêt pronostic parce que l'évolution est classiquement non déficitaire, ce qui la différencie donc de la schizophrénie, d'où l'intérêt du diagnostic et du prise en charge. Il y a aussi un intérêt médico-légal qui réside essentiellement dans le passage à l'acte, surtout dans les délires passionnels où on peut assister à des véritables drames passionnels. On arrive à la classification. Il faudrait savoir que l'école psychiatrique française reconnaît 3 types de délires non schizophréniques, différenciés selon leur mécanisme principal. Alors, ils définissent la psychose hallucinatoire chronique, la paraphrénie et les délires paranoïaques. Sérieux et Capgras, on va voir tout à l'heure le délire de Sérieux et Capgras, donc présente en 1909 le délire chronique d'interprétation ou folie résonante. En 1911, le psychiatre français Gilbert Ballet individualise la psychose hallucinatoire chronique. Après, les délires d'imagination ou la paraphrénie sont décrits en 1913 par Dupré et Logre. Alors, il faudrait savoir qu'actuellement, les nouvelles classifications, telles que la classification internationale des maladies à la 10e version, parlent de troubles délirants persistants et regroupent sous cet item les délires non bizarres. Et en fait, la paraphrénie et la psychose hallucinatoire chronique ne font pas partie de cet item. Dans les classifications DSM, notamment dans sa 5e version, parle donc de troubles délirants qui correspond aux troubles paranoïaques dans l'ancienne classification française, et la paraphrénie et la psychose hallucinatoire chronique font désormais partie des troubles du spectre schizophrénique et donc de ce fait ne sont pas traités dans ce cours aujourd'hui. Il est important de rappeler la sémiologie du délire parce que c'est le socle, en fait, le délire, c'est le socle des troubles délirants. Hein. Donc, vous savez, le délire vient du mot latin delirium, de délirare, qui veut dire sortir du sillon. C'est un trouble idéo-affectif qui consiste en fait en des jugements, des perceptions et des sentiments erronés de la réalité extérieure, mais auxquels le sujet adhère de façon inébranlable. C'est donc un trouble du contenu de la pensée qui entraîne une perte de la réalité, une perte de contact en fait avec la réalité. Le plus souvent, le délire est l'objet d'une conviction inébranlable, inaccessible au raisonnement ou à la contestation par les faits. C'est-à-dire, même si on donne à ce patient qui présente un délire, on lui donne toutes les preuves du monde
prouve le contraire de ce qu'il est en train de dire, lui, il reste convaincu que ce qu'il y a dans sa tête est juste et vrai. Il s'agit donc d'une évidence interne, pouvant être plausible. Hein. Parfois, certains délires, on arrive à les suivre, donc ils n'ont pas ce caractère bizarre comme les délires qu'on retrouve dans la schizophrénie, mais qui restent quand même généralement pas partagés par le groupe socioculturel du sujet. Donc en fait, on se rend compte que c'est une activité délirante lorsque ça dépasse en fait ça dépasse le jugement, ça dépasse en tout cas la réalité. On va voir quelques exemples de délires non bizarres. Alors, on arrive aux caractéristiques. Il faudrait savoir qu'il y a des caractéristiques bien précises du délire dans le trouble délirant et qui font toute la différence avec le délire qu'on retrouve dans la schizophrénie ou les autres troubles psychiatriques. Alors, pour définir un délire, vous savez qu'il faudrait donc parler du début, du thème, du mécanisme, de la systématisation, de l'adhésion, de la participation affective, mais aussi de l'évolution. Alors, pour le délire dans le trouble délirant, le début est le plus souvent insidieux, progressif. Il peut être brutal, mais le plus souvent, il est progressif. Alors, pour les thèmes les plus fréquemment retrouvés sont la persécution, la grandeur, la mégalomanie, l'érotomanie, la jalousie, mais aussi les délires somatiques. Alors, il faudrait savoir que les formes, en tout cas, du trouble délirant dépendent du thème du délire. Alors, si on a un thème de persécution, donc on a la forme donc trouble délirant avec donc persécution, délire de persécution. On définit en fait le type du trouble délirant à partir du thème du délire le plus prévalent. On peut retrouver plusieurs thèmes qui sont, on va dire, concomitants, mais en général, il y a un seul thème qui définit le trouble délirant. Et on peut assister aussi à des changements de thème au cours de l'évolution du trouble délirant. Et on va voir, on va détailler en fait certains types, certains thèmes à partir des formes cliniques qu'on va voir tout à l'heure. Alors pour le mécanisme, les mécanismes rencontrés sont principalement l'interprétation. L'interprétation reste donc le mécanisme principal, mais on peut avoir aussi de l'intuition, hein, de l'imagination. Ce qu'il faudrait savoir, c'est qu'il n'y a pas de mécanisme hallucinatoire dans le trouble délirant, mais rarement on peut les retrouver lorsqu'ils sont congruents à la thématique du délire, comme par exemple dans les délires, si on a un délire somatique, on pourrait avoir des sensations corporelles qu'on rattache à ce délire somatique. Alors, pour la systématisation, il faudrait savoir que les idées délirantes dans les troubles délirants sont systématisées, sont bien systématisées, contrairement à la schizophrénie où c'est non systématisé, marqué par un illogisme, une incohérence, etc. Là, dans le trouble délirant, le délire, il est cohérent, il est logique, il n'est pas bizarre. C'est le caractère non bizarre. Alors, elle comporte généralement un thème et un mécanisme principal, contrairement à la schizophrénie aussi, où il y a plusieurs thèmes, plusieurs thématiques, donc c'est polymorphe, riche, polymorphe, etc. Alors, on parle aussi de délire en secteur lorsque le délire n'envahit qu'un champ de la vie du sujet, par exemple le délire passionnel dont on va voir tout à l'heure. Et on parle en fait de délire en réseau lorsque ce dernier, en fait délire qui commence en secteur, va toucher, en fait, va s'étendre à plusieurs autres domaines de la vie du sujet. Donc, on va parler de délire en réseau. Pour l'adhésion, le sujet, bien évidemment, adhère totalement à ses croyances délirantes. Et pour la participation affective, on a donc des troubles délirants qui peuvent s'accompagner d'épisodes dépressifs
ou bien lorsqu'il y a, c'est surtout dans cet épisode dépressif lorsqu'il y a de la persécution, de la jalousie, mais aussi dans certaines phases du délire érotomaniaque. L'évolution est souvent chronique. J'avais dit qu'on pourrait assister à des moments de paroxysme, des moments de rémission. Alors, on peut aussi assister à des changements de thème du délire ou bien à l'existence de plusieurs thèmes de délire. Pour poser le diagnostic de troubles délirants, les idées délirantes doivent être non bizarres, c'est-à-dire le contenu du délire apparaît relativement plausible. J'avais dit que, en fait, quand le patient commence à parler, on adhère à ce qu'il est en train de dire. C'est lorsqu'il dépasse un petit peu d'un cran la faisabilité des choses que on sent, en fait, on sait qu'il s'agit de délire. Alors, ces idées doivent persister plus d'un mois. C'est un critère essentiel. La durée est un critère essentiel. Alors, qu'il faudrait savoir qu'il n'y a pas d'hallucination, il n'y a pas de syndrome de désorganisation ou de syndrome négatif, contrairement à la schizophrénie. Et du fait de l'absence de syndrome de désorganisation ou d'un syndrome négatif, le trouble délirant est généralement associé à un retentissement moins marqué du fonctionnement social et professionnel du patient. Donc, c'est des patients qui restent quand même très longtemps bien insérés professionnellement, socialement, hein, sauf quand il s'agit, par exemple, de délires de revendication qui portent surtout sur le travail, que ça engendre des dysfonctionnements du travail. Sauf quand il s'agit de troubles, par exemple, de jalousie, que ça retentit sur le fonctionnement relationnel, c'est-à-dire relations de couple, etc. C'est donc, ça touche que le thème, en fait, le dysfonctionnement ne touche qu'en secteur ou en réseau, ça dépend de la systématisation du délire. Alors, les critères DSM-5, donc c'est la présence, donc on avait dit, d'une ou de plusieurs idées délirantes pendant moins d'un mois. Le critère A, l'absence de critère A de la schizophrénie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'hallucination, il n'y a pas d'activité délirante systématisée. Mais j'avais dit tout à l'heure que le délire on peut retrouver donc des hallucinations, mais qui correspondent et qui concordent avec le thème délirant, comme les sensations de piqûre ou d'infestation suite à un délire somatique. Le fonctionnement donc n'est pas altéré et les symptômes, s'il y a des symptômes dépressifs ou des symptômes maniaques, ils sont de durée très brève par rapport à l'évolution du délire. On va voir que certains délires, certaines thématiques de délire se compliquent d'un état dépressif, mais quand on fait en fait une bonne analyse du cas, on va voir qu'en fait l'état dépressif est induit par une thématique bien précise délire. Donc, ce n'est pas un état dépressif, mais plutôt un trouble délirant compliqué d'un état dépressif. Et bien évidemment, le dernier critère du DSM, c'est que le délire n'est pas la conséquence de l'utilisation d'une substance. On arrive aux différentes formes cliniques ou types de troubles délirants et on commence par le délire passionnel. Alors, les délires passionnels, ils ont en commun cette participation émotionnelle et affective qui est dominante. En fait, c'est la nature des sentiments et des thèmes qui les inspirent sont très caractéristiques. Elles ont en commun d'être des états délirants chroniques qui débutent généralement brusquement ou suite à des interprétations, suite à une intuition, ce qu'on appelle une intuition délirante, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un événement qui est qualifié d'anodin en général. De cet événement peut naître des intuitions délirantes et par la suite une conviction délirante. Cet événement, en fait, on peut l'appeler postulat de base. Il existe parfois donc un postulat de base à partir duquel il va y avoir naissance d'une intuition délirante
qui va s'enrichir de plus en plus par des interprétations. Ces délires passionnels ont une construction dite en secteur, car ils ne s'étendent pas à l'ensemble de la vie psychique, affective ou relationnelle du sujet. Les idées délirantes restent centrées sur l'objet et la thématique quasi unique du délire. Alors, on différencie donc les délires de revendication, l'érotomanie délirante et le délire de jalousie. Dans les délires passionnels, donc, on distingue les délires de revendication qui surviennent suite un préjudice vrai ou supposé. Ça peut être un préjudice, par exemple, au travail qui est vrai, ou le patient, donc, à partir de ce préjudice, donc, commence à avoir une intuition délirante, puis l'enrichit par des interprétations erronées, et donc il y a une conviction délirante. Ce préjudice peut être supposé, c'est-à-dire qu'il pense qu'on lui nuit, qu'on complote contre lui, etc. Donc ça part d'une supposition vers une intuition, vers une conviction. Alors, ce délire, il est fréquent, mais il est compatible avec une activité professionnelle. Rappelez-vous, il se développe en secteur, donc il n'y a pas de dysfonctionnement en fait. Ça évolue par des accès d'excitation ou de désespoir. Ça dépend en fait de la période, en fait, du stade du délire. Quand il est au tout début, il peut être tout excité de vouloir faire beaucoup de choses, et on peut assister à des accès de désespoir lorsqu'il voit que malgré toutes les procédures entamées, il n'y a pas eu suite à ces revendications. Donc, ces troubles, en fait, ce délire de revendication, donc passe par des accès d'excitation, de désespoir, mais aussi des accès, enfin des paroxysmes avec donc exacerbation de la symptomatologie qui peut, au cours de laquelle on peut assister à des actes médico-légaux qui nécessitent l'internement du patient. Alors, plusieurs formes cliniques. Donc la revendication peut porter sur la loi, par exemple, et on a les purulents processifs, ceux qui entament des procédures judiciaires sans fin. Par exemple, il y a des gens qui le postulat de base, c'est un litige par rapport à un terrain, par exemple. Donc il y a des individus qui, à partir de ce litige, vont faire toute une histoire et entament des procédures judiciaires, mais alors là, sans fin, pour obtenir leur supposé droit. Alors, ça peut porter aussi sur la santé, ce qu'on appelle donc les hypochondriaques récurrents, qui protestent contre le traitement ou contre son absence aussi. Donc, quoi que le médecin fasse, il est fautif, et le patient va aussi être dans la récurrence des demandes, etc. Alors, ça peut aussi porter sur le savoir, qu'on appelle les inventeurs méconnus. Donc, ils pensent avoir inventé, ou ils revendiquent une invention très banale qu'ils ont inventée, ou bien ils s'attribuent des inventions qui ne sont pas les leurs, et ils revendiquent droit. Ça peut porter aussi sur la loi ou donc sur la politique ou mystique, donc ce qu'on appelle les idéalistes passionnés, donc fous de pouvoir, qui rêvent d'un certain monde, ou qui sont à la tête d'une secte, ou qui projettent un attentat contre un monde politique, etc. Et pour les idéalistes passionnés, vous en connaissez tellement, j'imagine, en chef de file, vous connaissez certainement Hitler, qui était un idéaliste passionné. Ça peut aussi porter sur la filiation, et donc c'est des personnes qui vont revendiquer qui vont se dire être la descendance qui sont d'une descendance illustre, donc
royale ou aristocratique. Donc l'évolution est émaillée, j'avais dit, par des passages à l'acte hétéro-agressif ou des résolutions spontanées. Mais parfois aussi, on assiste à des changements de thème délire. Alors le deuxième type de délire passionnel, c'est les délires érotomaniaques. Ce délire touche plus fréquemment les femmes, donc d'âge entre 40 et 55 ans. C'est des femmes qui vivent en général seules, célibataires. Donc c'est une conviction délirante d'être aimée. D'être aimée, mais par une personne dont la situation sociale est supérieure. C'est un acteur, une célébrité, un médecin, donc de prime abord inaccessible. Généralement, ça survient brusquement à partir d'un événement anodin, donc postulat de base. De cet événement naît la certitude d'être aimé et qui va s'enrichir d'interprétations délirantes. 3 phases caractérisent ce délire. Alors, une première phase d'espoir où tout est interprété de façon optimiste et de façon à ce que la personne enrichisse sa conviction que la personne l'aime. Et même l'absence de réponse, l'absence de signe est interprétée comme telle. Une deuxième phase qui est la phase de défi et de découragement, c'est une phase où la patiente va se rendre compte que maintenant l'être qu'il aime et ne consacre plus assez d'attention, ne lui consacre plus assez d'attention, assez de temps. Et en fait, cette phase de défi peut générer des passages à l'acte essentiellement suicidaires parce qu'il y a des affects dépressifs qui s'installent. Une phase de rancune qui est la troisième phase, qui est une phase où le délirant est déçu. Il est déçu et en même temps, donc, il va avoir des réactions agressives, des réactions de chantage, d'harcèlement, des poursuites, etc. Et c'est là où il y a des risques de passage à l'acte homicidaire, soit contre l'objet aimé ou contre la personne qui a empêché la réalisation du projet amoureux. Il faudrait savoir que l'évolution de ces délires érotomaniaques, comme elle se fait en secteur, donc elle ne touche pas le fonctionnement professionnel qui reste longtemps, qui fonctionne longtemps très bien. Les conduites érotomaniaques moins typiques, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas ces caractéristiques que je viens de citer, s'observent dans 2 autres situations, la schizophrénie débutante ou bien la fixation érotomaniaque qui survient ou qu'on peut observer lors de problèmes de personnalité pathologique. Alors, j'ai juste envie de vous parler d'une patiente qui a été hospitalisée à un autre niveau, qui avait donc un délire érotomaniaque, qui était hospitalisée pour un passage à l'acte hétéro-agressif. Dans le délire de jalousie, le thème est la jalousie délirante. Il concerne cette fois-ci beaucoup plus souvent les hommes. C'est des patients qui sont convaincus d'être trompés. Ça peut donc survenir suite à un événement ou bien sans facteur déclenchant. La personne va accumuler toutes les preuves d'infidélité de son conjoint. Il va y avoir une transformation de la relation duel en une relation triangulaire. Ce délire, il faudrait savoir que ce délire est tenace avec des moments d'atténuation, des moments de paroxysme au cours duquel le passage à l'acte hétéro-agressif envers le conjoint ou le supposé rival sont possibles. Alors, il y a des facteurs déclenchants, des facteurs aggravants, c'est l'alcoolisme chronique qui favorise en fait le passage à l'acte hétéro-agressif. Il faudrait néanmoins différencier le délire de jalousie donc de la schizophrénie et aussi des démences dans leur phase de début. Parce que ça prête beaucoup à confusion, parce que dans les démences, dans le début des démences, on peut assister à un délire type jalousie. Alors, ce délire est, vous savez, donc vous avez des exemples autour de vous, bien dans les médias, etc. Il y a un mari qui a tué sa femme,
facile accusée de tromperie, etc. Et ça arrive souvent. C'est des personnes qui sont en général, quand ils passent à l'acte médical, quand ils font des actes médicaux légaux, sont en général mis en placement d'office, c'est-à-dire c'est un internement de 6 mois renouvelable et qui répond donc à la décision du procureur de la République. Après les délires passionnels, nous allons voir le délire d'interprétation de sérieux et capra. Donc, c'est des délires qui se développent le plus souvent chez un certain type de personnalité, notamment personnalité paranoïaque. Nous allons voir les critères de la personnalité paranoïaque tout à l'heure. Donc, il survient sur ces personnalités-là et ils peuvent survenir brutalement, ou progressivement, mais le plus souvent faisant suite à un facteur déclenchant. Donc, il s'installe, donc j'ai dit, soit brutalement ou de façon insidieuse. Ces délires sont structurés et évoluent durant des années. Alors, il y a des interprétations délirantes qui sont nombreuses. Tous les événements rencontrés par le sujet seront rattachés à un système délire. En fait, il n'y aura plus de hasard dans la vie de ce patient. Tout est interprété d'une manière délirante. La structure, elle est en réseau parce qu'elle touche donc les domaines affectifs, relationnels et psychiques de la vie du sujet qui est envahi par ces idées. La thématique en général, elle est très souvent celle de persécution, de préjudice, etc. L'humeur est en général neutre parce que c'est des personnalités qui restent longtemps scéniques. On va voir les critères des personnalités paranoïaques tout à l'heure. Le délire de relation des sensitifs de Kretschmer, il est décrit donc par Kretschmer en 1919 et il se développe sur des sujets présentés un autre type de personnalité. Alors, très souvent, c'est des personnalités sensitives. C'est-à-dire que c'est des personnalités qui sont qualifiées par une faible estime de soi et où il n'y a pas aussi de quérulence. La quérulence et l'hyperestime de soi caractérisent en fait les personnalités paranoïaques. Dans ce trouble, donc, il y a présence, en fait, dans ce trouble de la personnalité, ces personnes-là présentent par contre, au lieu donc de la surestime et de la quérulence, présentent plutôt de l'orgueil, un sens des valeurs et de la morale, une vulnérabilité et une tendance à intérioriser douloureusement les échecs relationnels et affectifs. Alors, le délire donc émerge progressivement dans les suites d'une déception. Il se construit donc sur des interprétations aussi qui sont délirantes. Et les thématiques les plus fréquentes, là aussi, c'est la persécution, le préjudice, le mépris, une atteinte aux valeurs morales et qui sont très souvent rapportées à sa personne. Donc, c'est des délires sans soupette. Ces délires sont systématisés, mais peuvent donc, ils s'étendent très rarement au-delà du cercle relationnel du passé. Et ils peuvent se compliquer d'affects dépressifs, donc il peut y avoir une décompensation dépressive. Alors, il existe d'autres types de troubles délirants. En fait, c'est par rapport à la classification, à la nouvelle classification. Pour la description en fait, des formes cliniques, j'étais plus dans la classification française, mais il faudrait savoir que dans le DSM, vous allez retrouver, en plus des types que j'ai cités auparavant, le type somatique, qui est une attention, le délire somatique, c'est une attention focalisée sur le corps et tout ce qui se passe au niveau du corps. Il peut y avoir des sensations
de piqûres, par exemple, des sensations d'infestation qui se rapportent à un délire parasite, qu'on appelle délire parasitaire. Donc la personne pense qu'il y a un parasite au niveau de son corps qui traverse, qui est sous sa peau, qui traverse certaines régions, certaines parties. On peut même avoir des lésions de grattage, des lésions pour essayer un petit peu d'enlever le parasite, des automutilations carrément pour essayer d'enlever le parasite qui traverse leur corps, ce qu'on appelle le syndrome d'Ekbom. C'est un syndrome où la personne pense qu'elle est infestée par un parasite et qui est en train de circuler sous sa peau, par exemple, et il nous montre le trajet et on retrouve même des lésions de grattage et d'autres lésions en rapport avec le parasite qui circule. Alors, d'autres types de pathologies délirantes à évolution chronique, telles que les illusions ou les illusions de sosie, qu'on appelle le syndrome de Capgras. La personne pense qu'il existe des sosies pour le nuire, en fait. Le délire de négation d'organes, qui est le syndrome de Cotard. Donc, elle pense qu'elle n'a plus de cœur, elle n'a plus d'estomac, donc ils vont éviter de manger parce qu'ils vont expliquer qu'ils n'ont pas d'estomac, donc parfois pour manger. C'est le syndrome de Cotard. Et puis, il y a aussi le syndrome de Sergovie, qui est un délire, une activité délirante où la personne pense qu'il y a des gens qui changent de leur apparence pour prendre celle des autres. Et en fait, le but ultime, c'est de les nuire, de les surveiller, de les persécuter. Et voilà, donc c'est ça les différents types, donc je voulais en parler. J'avais pas envie de trop étaler, elles ne sont pas citées dans le polycopier, mais ça peut vous être utile pour savoir s'il existe en fait d'autres types de délire chronique. Voilà. On arrive au diagnostic différentiel et on doit donc éliminer quelques diagnostics psychiatriques et non psychiatriques. En premier lieu, faire la différence avec la personnalité paranoïaque. Alors, la personnalité paranoïaque doit être différenciée du trouble délirant. En fait, avant, on faisait un petit peu, dans les anciennes, la classification en fait, française faisait en fait le continuum et disait que le trouble délirant ou les délires paranoïaques surviennent sur des personnalités paranoïaques. Donc, il y a un continuum, on va dire, de la personnalité paranoïaque vers le trouble paranoïaque. Aujourd'hui, actuellement, il n'y a plus cette unanimité entre le trouble de la personnalité et le trouble qui vient après. Donc, c'est deux entités qui doivent être différenciées. Alors, la personnalité paranoïaque est caractérisée par quelques traits de caractère, notamment la psychorigidité, en fait, c'est l'hypertrophie du moi qui est caractérisée par la psychorigidité. Donc, c'est des personnes où leur changer d'avis est très difficile, en fait, voire impossible. S'ils ont un avis, ils le gardent, ils sont très rigides là-dessus. Il y a une tolérance même, une intolérance même quand on émet notre avis par rapport à certaines choses. Vous en connaissez certainement des gens comme ça qui n'aiment pas changer d'avis, qui n'aiment pas que vous donnez avis, etc., qui sont intolérants, qui méprisent les autres. Donc, voilà, ça c'est l'hypertrophie du moi, qui ont un orgueil ambitieux, une vanité. Voilà, donc c'est des personnes qui sont très rigides. Un autre trait de caractère, c'est la méfiance.
En fait, ils font pas confiance aux autres. Il y a ils ont une certaine susceptibilité. Ils sont réticents. Ils parlent pas beaucoup. Ils n'ont pas beaucoup d'amis parce qu'ils pensent que s'ils ont des amis, ils doivent partager des trucs et c'est des gens qui n'aiment pas trop partager. Ils sont très méfiants, donc ils sont hyper vigilants. Ils font très attention à leurs relations, à ce qu'ils disent, à ce qu'ils disent pas. Voilà, donc parce qu'ils sont, ça c'est la méfiance qui fait naître toute cette réticence, cet isolement même, hein, des patients qui se retrouvent très isolés parce que de peur de dévoiler ce qu'ils pensent ou de peur que les gens savent ce qu'ils pensent. Voilà. Alors, il y a aussi la fausseté du jugement qui se traduit par des interprétations qui sont fausses, où il y a donc de la grandeur, parce que c'est des gens, rappelez-vous, avec une puristine de soi, qui ont des avis qu'il ne faut pas changer parce qu'ils ont ces sentiments de grandeur. Et suite à ce sentiment de grandeur, ils vont se sentir, ils vont penser qu'ils sont persécutés. Voilà, parce qu'ils ont un certain jugement sur eux, parce qu'ils sont dominants, donc ils pensent que les gens leur ont. Il y a une fausseté il y a une fausseté du jugement avec une intolérance donc tyrannique, on l'avait dit tout à l'heure, et un autoritarisme, c'est-à-dire que c'est des gens autoritaires. Vous en savez, vous en connaissez certainement des gens comme ça, peut-être même des parents, des gens que vous connaissez très familiers qui ont cette tendance à l'autorité, etc. C'est des gens qui sont adaptés socialement, mais au fur et à mesure que la personnalité s'enrichit, il va y avoir une tendance à l'isolement et de ce fait une inadaptation sociale. Mais il faudrait aussi savoir que l'isolement se fait parce que le patient n'aime pas partager ce qu'il a, mais c'est aussi parce qu'il a des tendances, des attitudes rancunières, des revendications, ce qui va entraîner une sociabilité très faible. Hein. Voilà. D'autres diagnostics psychiatriques doivent être éliminés devant un trouble délirant, et on l'avait dit, donc c'est la schizophrénie, et maintenant je pense que vous savez comment faire la différence entre trouble délirant et schizophrénie, parce qu'on a revu les caractéristiques du délire dans le trouble délirant. Il faudrait éliminer le trouble de l'humeur, que ce soit dans l'accès maniaque ou dans le trouble dépressif. Un syndrome démentiel, surtout dans le trouble de jalousie, donc un syndrome démentiel au tout début de son évolution doit être éliminé. D'autres troubles de la personnalité, tels que la personnalité donc sensitive, la personnalité dépendante, et en phase de décompensation, c'est-à-dire dans les moments de paroxysme, il faudrait éliminer la confusion mentale, les mélancolies délirantes, les accès psychotiques brefs et les prises de. On arrive donc à la prise en charge. Il faudrait savoir qu'il n'est pas aisé de traiter un patient atteint d'un trouble délirant, parce que l'organisation délirante fait rarement l'objet de remise en question par le sujet qui en souffre. Il va falloir savoir amener un patient qui ne considère pas comme tel à accepter les soins. Donc, il faudrait avoir une certaine attitude, un but, une certaine démarche pour pouvoir faire accepter les soins à ces personnes-là. La question de l'hospitalisation se pose dans quelques cas de figure, tels que l'exacerbation anxieuse, donc c'est des moments de paroxysme, les décompensations dépressives, les passages à l'acte, lors des passages à l'acte ou lors des poussées processuelles. Alors, il doit y avoir donc on doit avoir un but bien précis, mais aussi une démarche adéquate. L'attitude du thérapeute doit être neutre, avec une écoute attentive de ce que le patient vient de nous rapporter. On ne doit pas intervenir directement et on ne doit pas avoir bien évidemment des préjugés par rapport à son activité délirante. On ne doit surtout pas donner des commentaires sur le délire qu'il présente. On doit être dans une écoute de telle façon à ce
qu'on arrive à écouter la souffrance du patient pour pouvoir travailler sur cette souffrance. C'est parce que c'est à partir de là qu'on va établir un lien avec ce patient. Si on n'arrive pas à écouter la souffrance du patient et on n'écoute que le délire et on est en train de se faire des préjugés en arrière-pensée, sachez que le patient va sentir cela et ne va pas accepter votre prise en charge. Alors, la démarche dans la prise en charge de ces troubles délirants est très particulière, notamment dans le respect d'une certaine distance avec le patient. On ne doit ni être trop proche du patient et donc de ce fait adhérer peut-être à son délire, ni trop loin pour ne pas du tout prendre au sérieux ce qu'il est en train de dire. Alors, on doit être dans une distance qui nous permet en fait d'être attentif non seulement à la souffrance du patient, mais aussi pour savoir comment je vais aborder ce patient. On ne doit pas donner de commentaires directs sur le délire et on doit être très attentif à expliquer tous les examens et tous les traitements que je vais préconiser pour le patient. Je dois expliquer mon rôle, je dois dire que je suis là pour soulager ta souffrance. Je ne suis pas ici pour régler tous les problèmes, mais en tout cas, chose est sûre, je vais te soulager de la souffrance. Voilà. Alors, on a plusieurs volets dans la prise en charge. Il y a le volet chimiothérapeutique, le volet psychothérapeutique, un volet social, mais aussi médico-légal que je n'ai pas cité dans cette présentation. Alors, pour la chimiothérapie, il faudrait savoir qu'on utilise les neuroleptiques sédatifs à court terme pour pallier à l'agitation et aux menaces de passage à l'acte. Donc, on utilise des neuroleptiques sédatifs tels que la chlorpromazine et la lévomépromazine, qui sont des neuroleptiques sédatifs et qu'on utilise dans une courte durée. Alors, pour les neuroleptiques incisifs qu'on utilise au long cours, c'est le traitement de fond en fait, il faudrait savoir que ces patients-là, dans le trouble délirant, les patients qui souffrent de troubles délirants sont peu sensibles aux neuroleptiques incisifs. Le délire est peu sensible ce type de délire est peu sensible aux neuroleptiques. Et en plus, il y a une mauvaise tolérance chez ces patients-là. Donc, il faudrait toujours commencer par des faibles doses pour essayer de pallier aux effets indésirables, de les atténuer et d'arriver à un effet thérapeutique en augmentant progressivement les doses. Il faudrait savoir que c'est des patients qui ne sont pas confiants au traitement parce qu'il n'y a pas cette capacité d'introspection, de se reconnaître comme étant patient. De ce fait, les neuroleptiques à action prolongée sont indiqués dans ce genre de trucs. Alors, les antidépresseurs, on les utilise dans les décompensations dépressives, mais on doit les utiliser avec prudence parce qu'il y a risque que l'activité délirante revienne ensuite. La psychothérapie, alors l'essentiel d'une psychothérapie efficace est l'établissement d'un rapport de confiance. Donc tout d'abord, je vais m'allier à mon patient. Alors, la thérapie individuelle, elle est plus efficace que la thérapie de groupe. Parfois, la thérapie de groupe, elle est même contre-indiquée parce qu'il y a un risque d'exacerbation des troubles. Les thérapies de soutien, les thérapies cognitivo-comportementales, les thérapies d'acceptation et d'engagement peuvent être proposées, et cela en fonction du type de délire, du type de la personnalité en face qui je suis. Elle est fonction aussi de la capacité d'introspection, donc de la remise en question du patient, etc. Et donc, telle ou telle personnalité, je vais aller vers une psychothérapie de schéma quand je suis face à une personnalité sensitive, etc. Et je vais éviter probablement les thérapies de groupe lorsque je suis face à une personnalité paranoïaque.
Voilà, nous arrivons à la conclusion. Donc, les troubles délirants, comme vous l'avez vu, ne cessent de causer aux cliniciens les problèmes complexes tels que la difficulté diagnostique. C'est des personnes qui ne consultent pas, et quand elles consultent, c'est des personnes qui restent quand même méfiantes, qui ne rapportent pas beaucoup. Donc, et comme le délire, il est non bizarre, on risque d'y adhérer. Il y a donc, c'est une entité nosographique qui est citée dans différentes classifications. Le diagnostic différentiel avec la personnalité paranoïaque doit être fait. Et puis, il y a les actes médico-légaux qui doivent être pris en charge. C'est une pathologie où la prise en charge reste quand même très délicate du fait de l'inexistence en fait de cette faculté d'introspection chez ces patients-là. Vous savez que les neuroleptiques, la chimiothérapie va diminuer l'exacerbation du délire, mais elle ne va pas l'éliminer. Donc, on doit associer à cela différents types de psychothérapie. Pour cela, la relation médecin-malade reste le garant d'un meilleur produit. Voilà. Je vous remercie. Et bien évidemment, je répondrai à vos questions que vous allez m'envoyer par mail. Je vous laisse à la fin du cours quelques titres de films à voir qui sont en relation avec les troubles délirants. Bon courage pour votre cursus de médecine, bon courage pour tous vos examens. Au plaisir de vous voir.